Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Les mafiocraties ordinaires sont généralement structurées de façon assez sommaire, qui repose sur un dosage fluctuant du bâton et de la carotte, la répression et l'émulation. Et les mafiocraties qui durent le plus longtemps, qui parviennent à infecter toute la société et à la neutraliser, sont celles qui disposent d'une quantité suffisante de moyens pour généraliser la corruption et en répandre l'esprit dans toutes les catégories sociales. Une sorte de partage du butin qui procède d'une logique toute simple: concéder de grosses parts aux gros barons et de cercle concentrique en cercle concentrique, distribuer des parts de moins en moins importantes jusqu'à jeter des restes et des miettes au dernier cercle, ceux des victimes du système, des victimes qui végètent dans la misère, à qui on a injecté en plus une part de la mauvaise conscience généralisée en leur faisant croire qu'elles mangent sans travailler. C'est de la corruption, tout simplement, au sens le plus vrai du terme, comme ces fruits corrompus, véreux. Mais de la corruption de masse, en suggérant que c'est du partage, en quelque sorte. Et c'est exactement ce qui se passe en Algérie, où le régime a tout simplement corrompu la société contre elle-même pour pouvoir continuer à régner et à piller le pays. Mais en injectant à la société la conviction que la situation s'est améliorée, puisque les bénéficiaires se comptent aujourd'hui en millions, qu'on arrose avec le fruit des ressources hydrocarbures. Mais en leur faisant croire que cette prospérité ne vient que du seul génie, du seul Bouteflika, qui a ramené la paix, qui a développé le pays, qui a éradiqué la pauvreté. Et tout est fait par le biais des médias marrons et des relais du régime comme ceux de Ould Abbas, de Sidi Saïd, de Roul et compagnie, pour faire croire que le bon peuple est gogo tout plein. N'est-il pas vrai que depuis que Fakhamatourou est le président, tout a changé? Ce n'est pas les prix du pétrole, non, c'est la baraka de Bouteflika. Et c'est comme ça qu'ils le disent publiquement. Le régime s'est adapté à une transformation brutale des données. Il a vite compris que le seul moyen pour lui de garder ses privilèges était d'impliquer le plus grand nombre possible de profiteurs, à des niveaux divers bien sûr. Des goinfres sans état d'âme. Plus le nombre d'opportunistes serait grand, et plus le régime élargirait les cercles de ses remparts naturels, qui le protégeraient de la multitude des paumés qu'on n'a pas pu arroser. La grande masse de la gabégie, qui se chiffre en centaines de milliards de dollars, ne réside pas dans la rapine proprement dite, directement prélevée par les premiers cercles du régime, mais dans un vaste lumpen marché qui nourrit une économie informelle bâtie sur une logique primitive et primaire où le plus dégourdi, le moins scrupuleux, dispose de réelles possibilités de promotion sociale et économique. Mais une telle stratégie a besoin d'une véritable organisation socio-mafieuse pour assurer sa bonne marche. Et en son sein, des mécanismes et d'autres, souvent érigés en fausses institutions, en faux pouvoirs, en faux partis politiques, en faux syndicats, en faux services de sécurité et même en fausses mosquées, sont là donc pour mettre les choses au point. Au sein de cette machine, l'un des plus importants rouages est celui de la pseudo-institution judiciaire. Très vraisemblablement l'organe le plus infesté par la corruption et les privilèges indus. Et ce sera notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui,
Le matin, nouvelle du puissant PDG de Sonatrach, les diplômes fantômes et le CV lourd du sieur Ould Qaddour par Qassem Madani. Algérie Direct, le lanceur d'alerte Nourdine Tounsi répond à Taïeb Louh. Non, monsieur Louh, la justice n'est pas indépendante et j'en ai les preuves. Par Khlef Ben Hadda. Observe Algérie, le PDG de Sonatrach accusé de corruption en pleine conférence de presse par Jugur Tanam. Algérie, la justice, quelle justice? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, ancien responsable du MDA. Merci Brahim Younsi d'être avec nous. Merci à vous. Azdine Zalani, juriste et analyste politique. Merci Azdine Zalani d'être avec nous. Bon, merci également. Merci. Et en Skype, depuis l'Algérie, Salah Dabbouz, président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Salah Dabbouz, merci d'être avec nous. On n'a pas encore réussi à le joindre. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, donc, nous allons parler de choses et d'autres, mais on va commencer par voir quelques extraits. Et à partir de ces extraits, nous allons parler de justice et de gens qui viennent nous faire la morale au nom du patriotisme, du nationalisme, de la justice et tutti quanti. لعدالتنا ويا ليتني لم أدخلها السيد القاضي بالأمس ورئيس النقابة وأنا مثال حي. لماذا؟ لأن خصمي قاضية. سيدي الوزير، ما أريد تطبيق القانون 4 أمتار بين الجار والجار من المجاهدة مثلا والقضية عندك ندير ندوة في الدار، اربحوا من الدار وتشوفوا من 2012 إلى 2018 من طرف الجار ما زال راني مبلعة. C'est une sénatrice du tiers présidentiel qui a jeté un gros pavé dans la mare du Sénat en face au ministre de la Justice. Elle s'est plainte de sa voisine, qui est une magistrate. Ils auraient ensemble un problème, un conflit foncier ou quelque chose dans le genre. Et elle a dit, elle s'est servie de la fonction de magistrate pour me dénier mes droits. Et c'est une sénatrice qui parle. Sénatrice. Et le ministre de la Justice et le président du Sénat lui ont dit qu'il était interdit qu'elle parle de ses affaires personnelles. Mais nous, de ce qu'on a retenu, c'est que si une sénatrice se plaint de la justice et des magistrats véreux, d'ailleurs, elle le dit elle-même, elle le dit, on ne l'a pas passé, elle dit « Et si moi, il m'arrive ça, qu'est-ce qui arrive au simple justiciable ?» Et on se demande pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt. Mais nous allons voir aussi le ministre de la Justice devant les parlementaires, comment, pas dans cette affaire-ci, mais comment le ministre de la Justice se moque en quelque sorte des députés. Vous allez voir, attachez vos ceintures. هذه هذه بعض هذه بعض المبادئ التي أردت العفو. Les parlementaires, ce sont eux qui les ont mis, ce n'est pas le peuple qui les a élus. De toute façon, ils se moquent de leurs propres parlementaires. Mais nous allons maintenant regarder, Azdine Zalani, nous allons regarder un autre extrait d'une autre histoire. Regardez. لي الشرف أن نسلم لفخامة الرئيس la motion spéciale تاعكم pour le 5e mandat. وحنايا
كي خضينا كي الدولة الجزائرية تكونت بالدم تاع الشهداء الله يرحمه. يقولون وعلاش تحبسوا لامبورتاسيون؟ والله 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 او كنا ناكلوا الحجر ناكلوا ما نابورتيو. Alors, il nous parle de motion spéciale. On ne sait pas ce que c'est pour le 5e mandat. Il dit Wallah, Wallah, nakul l'ahjar, et puis il lève sa chaussure. Il dit Moi, ma chaussure, elle est algérienne. Je porte pas. Je vais vous dire pourquoi on vous les passe. Nous allons vous passer le 3e extrait. Après, je vais vous dire pourquoi on les passe. Il m'a posé la question mais comment vous sentez l'adhésion des gens, comment vous sentez l'adhésion du personnel, des Algériens dehors. Alors, je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Avant-hier, j'étais au Hammam. Voilà. Donc, au Hammam, il y avait le Kies qui a l'habitude de me faire le Kies. Et puis, à un certain moment, je parle sérieusement, à un certain moment, il me dit Abdou, comment ça va avec ExxonMobil? Ah! Et je vous assure qu'on ne peut pas trouver meilleur outil de mesure de l'intégration de la population, comment elle s'y met, comment elle voit le truc. Le bonhomme qui est, il me demande ExxonMobil, comment ça va avec eux? Je disais, je ne connais pas ExxonMobil, il m'a dit Eni. Je vous assure que c'est quelque chose d'important. Vous avez vu la personne, le grand de taille qui l'évacue, la dame, à la fin? Il a fait le buzz en Algérie. Parce que ce n'est pas un videur, c'est un journaliste. Il a fait le buzz. Bon, mais sinon, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parlait de son qui lui fait une petite... On n'a pas compris. Il a l'habitude de me faire une petite... Alors, qu'il appelle Abdou par son petit prénom, qui parle d'ExxonMobil et d'Eni, hein, qui a des connaissances donc, en géostratégie pétrolière, et qui est fait Hammam. Il dit que vous, les Algériens, vous croyez, mais Arfouch, regardez, il nous fait... C'est du populisme béat. Mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est que l'histoire est vraie. Quelqu'un me l'a raconté, c'est vrai que ce hammam existe. Et que ce hammamji qu'il appelle Abdo existe aussi. Mais tenez-vous bien, ce hammam, c'est un hammam de la nomenclatura. Il appartient à un baron du régime, à Hedra. L'abonnement annuel est de 40 millions de centimes par an. 40 millions de centimes. Annuel, oui. En fait, ce n'est pas un hammam, c'est un truc sauna et truc. Et le Kies existe aussi, paraît-il. Et c'est vrai qu'il a un doctorat en je ne sais quoi. C'est ce qu'on nous dit du moins. Pourquoi? Parce qu'il a à peu près 3-4 millions de centimes de pourboire par jour. Donc, ce n'est pas menteur, le Qaddour. Mais sinon, cette dame donc, est venue pour lui dire le rachwa, la corruption, la grâce, on attraque, etc., qu'on est en train de nous présenter comme... Alors, pourquoi on a présenté ces trois affaires? Ould Abbas, Ould Qaddour et la sénatrice, toutes en une relation avec la justice. Et nous allons commencer par la dernière, Ould Qaddour. Ould Qaddour Azdin Zahlani. Il a été condamné, si je ne m'abuse. Oui. À quoi et pourquoi? Il a été condamné apparemment pour des faits assez graves, très graves même. Et entre l'intitulé de la condamnation du crime, parce qu'il s'agit d'un crime, il ne s'agit pas d'un délit, et il ne s'agit pas d'une contravention. Il est passé en assise. Il a été condamné en assise. C'est un crime. Oui. Et les crimes... En cours criminel. Sont... Même en comptant les circonstances atténuantes, on ne peut pas aller à moins de 10 ans.
C'est Quand le il y a des chef circonstances. d'inculpation. Voilà, trahison, haute trahison, Haute trahison. divulgation de secrets d'État, etc. et tout cela. D'accord. Et on n'y échappe pas. La peine de mort, en Algérie, elle existe, mais même si elle est commuée en perpétuité, la perpétuité, même si elle est commuée à 20 ans, il ne peut pas échapper à 20 ans. Pour les faits. Oui. Donc, c'est-à-dire divulgation de secrets d'État touchant à la défense nationale ou à l'intérêt de l'État, à l'intérêt économique, entre autres, Oui. de l'État, ou aux intérêts supérieurs de l'État. Oui. La première chose, donc, on est étonné par la petitesse De la peine. de la peine. Il a été condamné à combien? 30 mois, ça fait 2 ans et demi. D'accord. Donc, il Par a- rapport au chef d'inculpation. Par rapport au chef d'inculpation. Le chef D'accord. d'inculpation, Et lui, il dit si je n'ai pas été condamné de lourde peine, c'est parce que j'étais innocent. Mais s'il était innocent, pourquoi le condamner à une petite peine? et c'est ça la question que je pose, parce que, bon, puisque la question ici, là, fondamentale, hein, sans rentrer dans les détails de telle ou telle affaire, parce qu'on peut en trouver des dizaines, c'est y a-t-il ou non indépendance de la justice en Algérie? L'Algérie a-t-elle une justice qui obéit aux ordres ou pas? Comme certains parlent de justice de nuit, mais je ne parle pas de ça. Mais la justice est-elle indépendante ou pas? Donc, le jugement lui-même, l'arrêt lui-même, qui est un arrêt définitif, ici, j'ai une copie devant moi, où l'accusé, le condamné, se désiste de son droit à faire recours. Même pour une révision de procès. Voilà, pour une révision, mais dans ce cas-là, ce n'est pas une révision, c'est une cassation. Ça veut dire qu'il ne fait pas appel parce qu'il avait une peine trop petite, il risque d'avoir une peine beaucoup plus grande. Ah, je ne connais pas ses intentions. D'accord. Mais, ce qui est certain, c'est qu'il accepte. Il accepte la condamnation. Voilà, parce que le droit de recours est un droit pour l'innocent, pour celui qui s'estime innocent. Bien sûr. Et qui demande d'être rejugé. Oui. Le fait qu'il accepte peut effectivement considérer qu'il pouvait enquérir beaucoup plus et donc il peut satisfaire de cette peine et qu'il s'en tire très bien, ou bien il y a autre chose. Oui. Et c'est sur cette autre chose que je souhaiterais qu'on discute. Oui. Parce que formellement, nous avons une décision en bonne et due forme de condamnation. Oui. La décision porte sur des faits très, très graves. En l'occurrence, prendre des photos afin de les passer à des puissances étrangères et qui sont constitutifs de haute trahison. Et acquisition de matériel Tout cela, d'espionnage, c'est des moyens. truffé de moyens C'est d'espionnage, les moyens, etc. c'est les moyens. Oui. Le but est de transférer un certain nombre d'informations par des biais, à une puissance étrangère. qu'importe, caméra, vidéo, qu'importe les moyens, mais de donner des informations à des puissances étrangères. Et ça, c'est la haute cour et c'est la trahison. Et en plus, c'est un tribunal militaire. Ce n'est pas un Et tribunal c'est civil. normal de le passer en tribunal militaire? Ah oui, dans le cas, en l'occurrence, quand on touche aux intérêts supérieurs de l'État, En termes d'espionnage. en termes d'espionnage, Oui. etc., Trahison. la cour militaire peut s'estimer compétente pour juger pour trahison. S'autosaisir, d'accord. Oui, donc autant l'institution judiciaire qui le juge, qui est une justice militaire, autant les inculpations sont très très graves parce qu'elles ont trait à divulgation de secrets d'État et autant la condamnation est dérisoire. D'accord. Donc on est amené à se poser des questions. D'une part, il y a condamnation. C'est un fait. Oui. Et la condamnation, elle est, comment dirais-je, elle est humiliante, en disant. Il s'agit d'un Dégradante. traître. Dégradante. Oui. Dégradante, infamante. Infamante. Voilà. Ouais. C'est le terme parce que il y a. Vous savez, quand on dispute avec quelqu'un pour son honneur ou parce que la personne a fait ceci ou cela et qu'on lui donne un coup de poing et qu'il se retrouve avec quelques mois de plâtre, on peut effectivement considérer que c'est une affaire de rajla, par exemple. C'est pas infamant. Il y a des délits infamants, il y a des délits qui ne sont pas infamants. Là, c'est un crime infamant, puisqu'il s'agit d'atteinte à la sécurité de l'État. Il ne fait pas il ne proteste recours. pas, il ne fait pas de recours en disant je suis. Ça veut dire qu'il accepte la peine. Il accepte la peine. oui, D'accord. parce que ça, c'est marqué qu'il accepte la peine. Et si je ne m'abuse, lorsqu'il a été libéré,
il a été sous condition de liberté provisoire, sous contrôle judiciaire. Sous contrôle, parce qu'il lui reste encore quelques mois. Sous contrôle Mais judiciaire. Ça, c'est généralement la règle de droit commun. Et il est jusqu'à présent sous contrôle judiciaire? Non, c'est jusqu'à la période d'extinction de la peine. D'extinction de la peine, parce que D'accord. c'est généralement les libérations conditionnelles se passent comme ça. Quand quelqu'un est condamné à 5 ans, puis il a une bonne conduite, généralement, dans toutes les peines d'emprisonnement... Ce qui lui reste de peine, il est chez lui, mais il est sous contrôle judiciaire. On encourage jusqu'à les épuisement prisonniers oui. à bénéficier, pour qu'ils se tiennent tranquilles d'ailleurs, bénéficier au fur et à mesure de remise de peine et autres, etc., pendant les fêtes, pendant ceci, pendant cela. Et puis parfois, on rassemble tout ça. Parfois, il y a la grâce, parfois, il y a un certain nombre de choses. Et donc, ils sortent avant terme. Mais est-ce qu'il est normal? Bon, il est sorti. D'abord, pourquoi le régime qu'il a nommé PDG, le plus grand patron de la plus grosse entreprise du pays, la seule en fait qui fait nourrir tous les Algériens, pourquoi ne pas l'avoir lavé? Parce que la justice est aux ordres, il aurait pu donner un coup de fil. Est-ce qu'il y a eu une possibilité de le blanchir après ça? Et c'est là, effectivement, où la question... on sent qu'il y a anguille sous roche. Oui. On sent qu'il y a anguille sous roche, et je n'ai pas envie d'attaquer ce personnage, ce monsieur, n'est-ce pas, qui finalement a un commis de l'État, qui a accepté de subir ceci. Hein. Les avantages sont énormes par ailleurs aussi. Les compensations peuvent être plus importantes. C'est le PDG d'une des plus grandes entreprises du monde. La compensation plus tard, puisqu'il est devenu PDG de la compagnie, il y a de quoi, n'est-ce pas, subir une petite humiliation de ce genre. Et la question qui se pose, n'a-t-on pas voulu cacher quelque chose de beaucoup plus grave? Ou des acteurs qui sont beaucoup plus importants, qui sont à des niveaux de l'État beaucoup plus stratégiques. Certains qui vont dans le sens de la déculpabilisation de ce monsieur, disent, vous savez, c'est un coup fourré que l'État algérien a fait pour pouvoir se débarrasser de la société américaine. La fameuse société de celui qui est devenu plus tard vice-président des États-Unis d'Amérique, Dick Cheney. Oui. Et que la société qui appartenait à Dick Cheney, enfin toute la nomenclature américaine, pétrolière, celle de Bush, etc., ayant pris l'Algérie à un moment donné avec la société BRC, etc., et tout cela, que le gouvernement algérien s'est retrouvé un petit peu mal à l'aise, semble-t-il, avec eux, surtout après l'attaque de l'Irak, voulait se débarrasser de la BRC et a créé cette situation pour mettre à mal son... Voilà ce qui est un peu avancé. Ouelkhedour aurait été une sorte de bouc émissaire qu'on fait payer pour tout le monde. Pour tout le monde, pour se débarrasser de la BRC. Et Bouteflika dissout la BRC sans audit, pour cacher les cadavres dans les placards. Tout à fait. Et maintenant, on le réhabilite en le nommant PDG de Sonatrach, sans autre forme de procès. Voilà ce qui est avancé. Et la justice dans tout ça? Voilà ce qui est avancé par ailleurs. Et la justice dans tout ça? Voilà ce qui est avancé par ailleurs. La justice reste un instrument, et c'est le thème fondamental, je pense, de l'émission. Proteste pas? Pourquoi Moi, ne je dit pense pas que c'est au plus haut niveau de l'État. Plus haut niveau de l'État, pour pouvoir récupérer le deuxième mandat, puis le troisième, à un certain niveau supérieur, véritablement supérieur, et même des hommes d'État d'importance comme Serhouni, etc., ont protesté à l'époque, avant 2004, n'est-ce pas, pour ce qui a été octroyé aux États-Unis d'Amérique en tant qu'avantage sur le pétrole, mais aussi sur le sous-sol, ce qui n'a jamais été accordé jusque-là. Et on nous annonçait à l'époque que c'était pour sauver l'Algérie. Qu'on bradait le pétrole et le sous-sol. C'était pour nous éviter la Libye, nous éviter je ne sais plus quoi. Et donc, on bradait le pays. Et puis, et ça, c'est des décisions qui Donc, il y a anguille sous roche. C'est une affaire très louche. Il y a trop de trucs... Brahim Younsi, sur ça? Je ne connais pas très bien le dossier. Mais qu'est-ce que vous pensez comme ça, de façon sommaire, un monsieur qui a été condamné pour trahison, qui sort, qui est nommé PDG de Sonatrach. La normalité est là. À partir du moment où quelqu'un, quel qu'il soit, est condamné pour haute trahison, ne devrait pas retrouver des fonctions aussi importantes. La plus importante du pays. Bon. Après celle du président de la République. Il y a d'autres fonctions qui sont aussi importantes. C'est la société qui fait vivre l'Algérie. Voilà. Bon. Mais sur le plan politique, moi je veux revenir au système lui-même.
Parce que ça, c'est le système qui le veut. Sinon, cet homme-là ne serait jamais revenu à un poste effectivement aussi stratégique. Après toutes les images que vous nous avez montrées, à l'évidence, il y a une déliquescence grave de l'État. Oui. Une déliquescence grave. Il y a aussi une dérive, à la fois, nous en parlons, de la justice, et plus qu'une dérive. Et il y a une dérive parlementaire. Oui. Nous l'avons vu à travers cette dame, oui, aussi respectable soit-elle, qui parle au Sénat de ses problèmes personnels. Avec sa voisine. Ça, c'est une dérive parlementaire. Mais qui se trouve être une magistrate. Oui. Et elle dit que moi, je l'ai parlé pour dénoncer la corruption dans la justice. Je ne connais pas cette dame. Oui. Je ne connais pas cette dame, mais elle se présente comme une moudjahida. Oui. A fortiori. C'est une circonstance aggravante pour elle. Si vous permettez, avant de parler de ça, je voulais juste pour rester dans le sujet, mais rapidement, mais très rapidement. Oui. Monsieur Ould Qaddour pouvait et peut encore faire une action en réhabilitation. Il n'a pas passé la période de recours, les délais de recours. C'est la réhabilitation. Réhabilitation. Mais là, c'est une révision de procès. C'est une révision de procès. Ouais. J'ai été condamné à tort, dans des circonstances que je sais où les donneurs d'ordre étaient décidés contre moi ou pour toute autre raison. Oui. Une fois que je suis réhabilité dans mes fonctions, d'ailleurs, les fonctions en question ne peuvent pas, et quelqu'un qui est condamné pour des genres de choses ne peut pas accéder à ce genre de poste. Oui. Déjà. C'est rédhibitoire, normalement. C'est rédhibitoire. Oui. Mais aussi pour sa propre honneur, sa propre dignité, et tout cela, demander sa réhabilitation. Oui, mais encore, s'il le fait, il s'engage dans une affaire, ça veut dire qu'il serait obligé de tout dire, tout déballer, de dire des choses. Quelles choses? Celles pour lesquelles il a servi de bouc émissaire. Il fait une action en réhabilitation, oui, et c'est à la justice de décider encore une fois. Je vous laisse poursuivre. Continuez. Donc, il y a une dérive de toutes les fonctions. Oui, oui, oui. Le c'est pour ça qu'on a passé ce trio d'affaires. Nous parlons de justice. Ouais. Il y a aussi, à l'évidence, et cela a toujours été le cas, de la docilité, plus que de la docilité, de la soumission du législateur et du juge. Du législateur et du juge. Le législateur, vous avez vu comment il est traité par le ministre. Au pouvoir exécutif. Oui, absolument. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est le pouvoir exécutif qui distribue les fonctions. Vous avez vu l'exécutif qui se rend devant les parlementaires et qui s'offre un fou rire à ne plus en finir. Nous n'avons pris qu'une partie. Hein. Le fou rire du ministre de la Justice, il a duré 2 minutes et demie. Donc il n'y a pas, comme l'on dit classiquement, le pouvoir ou un pouvoir qui arrête le pouvoir. Mais dans notre système, il n'y a que l'armée qui peut arrêter le pouvoir. Mais là, nous ne sommes plus dans le domaine du droit. Mais l'armée, elle a tous les pouvoirs, justement. Y compris celui de nommer les détenteurs des autres pouvoirs. Elle, qu'on dit la grande muette, ça veut dire qu'il ne s'exprime pas. Mais justement, à partir du moment où l'armée est elle seule, dans le système algérien, peut arrêter n'importe quel pouvoir, et elle l'a démontré, elle a arrêté des exécutifs. Oui, elle a fait un coup d'État en 92. Bon. Elle a nommé tous les présidents d'Algérie depuis... Mais là, nous ne sommes plus dans le domaine du droit. Oui. Et nous ne sommes plus dans le domaine de la démocratie. Et nous sommes dans le domaine de quoi, alors? Nous sommes dans le domaine de la force. Et c'est là le problème, c'est que nous sommes dans le domaine de la force. Et là, nous allons demander l'avis... Et pas du droit. Oui. Et c'est la loi, et ça a toujours été comme ça, c'est la loi du plus fort, et nous sommes dans la loi du plus fort. Et d'habitude, on dit force à la loi. C'est l'inverse, hein? Pas la loi à la force. Saleh Dabbous, merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Je vous salue, Jamel, et je salue vos invités et tous les téléspectateurs. Merci. Vous ne deviez pas être en Skype avec nous? Je ne suis pas encore arrivé chez moi. Je suis sorti de la cour de Dia et je suis en route. Je ne suis pas encore arrivé. Merci en tout cas. Saleh Dabbous, nous parlions donc de cette histoire de Ould Qaddour, de la sénatrice. Vous avez vu le ministre, comment il s'est payé
un fou rire de plus de 2 minutes et demie face à des parlementaires stupéfaits qui le regardaient la bouche ouverte, sans que personne n'ait pu lui faire la moindre remarque. Nous avons vu l'affaire de Wild Khaddour dont on parlait aujourd'hui, qui a été condamné à une peine infamante, mais à une toute petite peine, et qui a été libéré avant l'épuisement de celle-ci, mais qui n'a épuisé aucune voie de recours, et qui se retrouve le premier patron de la plus grosse entreprise du pays. Et on nous dit qu'aujourd'hui, Brahim Younous était en train de nous dire qu'en fait, il n'est pas question de parler de droit, il faut parler de force, puisque seule l'armée qui, derrière, qui tire les ficelles, décide de ce qu'il y a lieu de faire, de ne pas faire, de qui il faut mettre en prison, de ne pas mettre. C'est ce que j'ai cru comprendre, du moins. Salah Dabouz, à votre avis? Écoutez, il n'a jamais été question de séparation de pouvoir en Algérie depuis 1962, quand il y a eu le coup d'État contre le gouvernement provisoire. Le groupe qui avait le pouvoir est pris par force. Il est resté dans ce pouvoir en usant de la force. Et il contrôle tout le pays comme ça. Avec comme outil c'est-à-dire efficace, la cellule d'enseignement, ce qu'on appelle le DRS, ou si vous voulez, la sécurité militaire. Donc voilà, ça se passe comme ça. Le reste, c'est une vitrine, toutes les lois, c'est des textes comme on peut changer. Salah Dabouz, cette histoire d'Ould Khaddour, on parlait d'Ould Khaddour, l'actuel PDG de Sonatrach, il a été condamné pour des inculpations, il a été inculpé de choses très graves. Il a été condamné, il a fait une petite peine, il est sorti avant d'épuiser sa peine. Aujourd'hui, il est à Sonatrach, comme si de rien n'était, et on nous parle de justice. Et nous, cette émission, c'est justement à ce sujet-là. Mais qu'est-ce qui se passe d'abord, pas seulement au sujet de la séparation des pouvoirs, mais de la justice. Quel est son rôle dans tout ça? Elle condamne sur injonction, elle siège par rapport à des dispositions très claires, ou elle siège comme elle le veut, elle condamne comme elle le veut. On voudrait comprendre un peu comment ça se passe dans le schmilblick. Écoutez, au début de l'émission, j'ai écouté une question qui était est-ce que la justice est indépendante ou pas? Je pense que la vraie question, c'est soit pourquoi la justice n'est pas indépendante, parce que la justice n'est pas indépendante et elle ne l'a jamais été. Ou si vous voulez la poser autrement, comment faire pour que la justice soit indépendante? Mais je ne pense pas qu'on soit au stade de se poser si la question est la justice est ou elle n'est pas indépendante. La chose est claire, la justice n'est pas indépendante. Vous avez beaucoup d'exemples. La justice des ténèbres, des gens qui ne se sentent pas obligés de rendre des comptes. J'ai vu un général taper un chauffeur. Le chauffeur avait déposé une plainte. Le général n'avait même pas été convoqué devant la justice. Ça remonte à 2 ou 3 ans. Il n'a pas été inquiété. Personne ne l'a inquiété. Nous connaissons l'affaire. Nous connaissons aussi l'affaire à une autre personne. Nous connaissons aussi l'affaire, et vous la connaissez aussi en tant que président des droits de l'homme, de l'affaire du gendre du commandant Asdin, qui a été assassiné par des services de sécurité. Il a été enlevé en pleine rue, torturé, assassiné, rendu à sa famille dans une caisse plombée, avec une autopsie qu'ont réfuté la famille, mais avec une justice qui a refusé de recevoir seulement la demande d'expertise de l'autopsie. Il ne s'est rien passé. Il connaît même le cas de juges qui ont refusé de s'occuper de l'affaire. Donc des situations comme ça, il y en a plein. Ce qui fait qu'on n'est plus au stade de constater, le constat est fait, la justice en Algérie n'est pas indépendante. D'ailleurs, si vous faites bien attention
à ce que, quand le ministre de la Justice répondait à la parlementaire, je crois, il n'a pas dit que la justice était indépendante parce que la loi l'exigeait. Il avait dit que la justice était indépendante parce que les instructions de Bouteflika étaient comme ça. Autrement dit, la justice est soumise aux instructions du président. Le président, il décide que la justice soit indépendante autrement que la forme dont il prétend qu'elle l'est, ça sera, il le décide, ça sera de nouvelles instructions. Salah Dabouz, je vais vous poser une question et je comprendrai que vous n'y répondiez pas parce que vous avez eu suffisamment d'ennuis vous-même. Ma question est simple. En échange de cette servilité, de cette soumission du corps de la justice, de cette institution à l'injonction politique pour rendre des jugements comme il le lui est demandé. Donc le régime ferme les yeux sur la grande corruption, la corruption, j'allais dire, systémique, plus que systématique, de la justice. Vous le savez très bien, tous les avocats le savent. Jamais les magistrats ne sont inquiétés, ou si peu, pour la corruption qu'ils pratiquent en plein jour. Certains ont même des courtiers qui ont des barèmes. Des barèmes. Telle affaire, c'est tant, telle affaire, c'est tant. Est-ce que c'est un consensus entre le pouvoir politique et la magistrature? Moi, je donne des injonctions, tu exécutes ce que je te demande, et de ton côté, tu peux pratiquer la corruption, tu peux toucher des pots de vin de la part des justiciables, il n'y a aucun souci. On n'est pas devant un système où il y a des juges qui sont censés être indépendants et ils acceptent d'être soumis. On est devant un système très compliqué. C'est-à-dire, déjà, pour devenir juge, il faudrait, pour beaucoup d'entre eux, parce qu'il reste encore des juges qui sont honnêtes, pour beaucoup d'entre eux, il faudrait déjà qu'ils soient faibles. C'est-à-dire que les gens qui les embauchent, qui les emploient, qui les nomment, peuvent détenir sur eux des dossiers. Après, vous avez d'autres juges qui ont des situations sociales stables, qui ne voudraient pas voir chambouler et qui sont obligés de ne pas rendre des décisions qui peuvent nuire au pouvoir exécutif par peur de se retrouver à Tamras ou la Élysée ou la Ain Salah ou la je sais pas quoi. Donc vous avez un système qui permet au pouvoir exécutif de malmener les juges comme il le veut. Et vous avez des juges qui déjà, pour certains qui sont faibles de formation, ou alors qu'ils ont des situations fragiles sur le plan social, ou même sur le plan, peut-être, ils ont des dossiers, ou je ne sais pas quoi. Ensuite, même ceux qui sont honnêtes et qui veulent vraiment travailler et qui existent, il y a une grande partie de juges qui sont honnêtes quand même, ils ne sont pas protégés. Donc ils risquent, il n'y a rien qui les protège. Ils peuvent être mis à la porte. D'ailleurs, j'en connais certains qui ont démissionné. Et pas tous les juges qui peuvent démissionner. Donc c'est une situation de toute façon très compliquée. Restez avec si on nous. veut faire une analyse objective, on va dire que la justice n'est pas indépendante parce qu'elle est entièrement livrée au pouvoir judiciaire et les juges Au pouvoir n'ont exécutif, pas les moyens vous voulez de se dire. défendre. Exécutif et les juges n'ont même pas les moyens de se défendre. Rappelez-vous, les juges qui ont voulu créer un autre syndicat il y a de ça 2 ou 3 ans, le groupe qui a entamé la réflexion s'est retrouvé à Élysée. Donc des mesures disciplinaires. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. J'ai une question pour vous, Zdine Zelani, mais d'abord, Brahim Younsi. Pourquoi est-ce qu'on continue de dire pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif? Il n'y a pas de pouvoir, il y a un seul pouvoir.
Pourquoi on dit pouvoir législatif? C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Moi, je n'ai pas dit pouvoir. J'ai parlé du législateur Oui. et du juge. Je n'ai pas dit Mais pouvoir. encore, même quand on dit législateur Oui, et... disons qu'il y a des lois qui s'élaborent et qu'ils votent. Ils votent les projets de loi du gouvernement. Oui. Il y a, voilà, il y a Bon. une institution, Bon. entre guillemets. Oui, bon. Mais on l'a vu tout à l'heure. Mais il n'y a pas de pouvoir. Le seul non. pouvoir qu'il y a, Non, c'est non. même pas le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir de l'armée. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'aurais compris l'association des trois pouvoirs Oui. si nous étions dans une souveraineté réellement populaire. Oui. Nous ne sommes pas dans la souveraineté populaire. Oui. Nous sommes dans ce que nous appelons partout la souveraineté nationale. Mais encore, pas une souveraineté encore nationale. souveraineté nationale. Non, non. Ça reste un Sur le plan- slogan. c'est pas un slogan, mais sur le plan théorique, c'est cela. Mais il n'y a, Pour pas de revendiquer- souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté nationale. Non, Il n'y a pas de souveraineté je nationale. suis d'accord avec vous. C'est un mot vide. Non, mais, Ouais. sur le plan théorique, Ouais. Ouais. l'Algérie, Théorique, ouais. bien sûr, je n'ai pas arrêté de oui, dire oui, théorique. oui. Sur le plan théorique, l'Algérie est considérée comme ayant un pouvoir émanant d'une souveraineté nationale, mais pas de la souveraineté populaire. Dans le cadre des souverainetés populaires ou de la souveraineté populaire, les trois pouvoirs Sont concentrés en un seul entre les mains du peuple. Sont associés. Par Et exemple, c'est un le exemple peuple- dans l'histoire. Et c'est le peuple, la Suisse. La Suisse. Les cantons. Oui, mais ce n'est pas seulement les cantons. Le peuple élit les procureurs, il élit les juges. D'accord. L'État de New York, c'est la même chose. Oui. Les juges sont Les élus, juges sont les élus. procureurs sont élus. Ils sont Ouais, élus. ouais. Ce n'est pas le pouvoir exécutif, et là Oui. j'emploie le mot de pouvoir, Oui. qui choisit et qui nomme les juges et les procureurs. Oui. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, bon, dans la justice française, il y a la justice du siège Et la justice debout. et la justice debout. Oui. La justice du siège, elle est, Le procureur, elle n'est pas nommée. quand, par- le procureur, quand il requiert, Oui. etc., il est debout. Mais le juge, Oui. lui, il est toujours assis. Et il est indépendant. Et parce qu'il est indépendant. Oui. Ou considéré comme indépendant. Oui. Ou considéré comme indépendant. Le problème, c'est la loi. Il y a un déni de la loi. Il y a un déni de la loi. Ça veut dire qu'il y a une loi, mais qu'elle est... Qu'elle n'est pas appliquée. appliquée. Qu'elle n'est pas appliquée. Elle est Donc, même il y a- violée, j'allais dire. est violée. Elle est- Il y a une déconsidération de la loi. Mais à partir du moment où la loi est déconsidérée, le juge est ipso facto déconsidéré. Oui. Et la Et justice... s'il accepte l'état des choses, il devient complice. Eh bien oui, à l'évidence. Oui. À l'évidence, il ne part pas, s'il ne démissionne pas. Il ne fait pas son travail de juge. Et s'il de ne demande rendre pas la à ce que justice. la loi se fasse, Ben oui, qu'elle soit de appliquée. rendre la justice. Donc, cela a été dit, la justice est instrumentalisée. Le juge, par définition, est aussi instrumentalisé. Tous les corps Et pouvons-nous judiciaires dire sont qu'il y a, instrumentalisés. pouvons-nous dire, de façon très objective, qu'il y a des magistrats intègres à partir du moment où ceux qui ne bouffent pas au râtelier acceptent l'état de fait, donc ils sont plus intègres. À partir du moment où ils acceptent cet état des choses. Eh bien, évidemment, à l'évidence. Là où je veux en venir, à partir du moment où le droit constitutionnel, où la Constitution elle-même, d'où émanent tous les autres droits, Oui. tous les autres droits émanent de la Constitution. Oui. Quand la Constitution est soit violée, soit instrumentalisée elle-même, Oui. donc la répercussion ou les répercussions sur le droit lui-même et sur la justice elle-même. Si on enchaîne jusqu'au bas de l'échelle, jusqu'au bas de la procédure, et jusqu'au voilà. bas de Et, tout et ce voilà, qu'on veut. et voilà le mal. Asdin Zailani, Sidi Saïd, le secrétaire général de l'UJTL, pendant l'affaire Khalifa. Khalifa, il a été convoqué par la juge en tant que témoin parce qu'il ne figurait pas sur l'appel de renvoi. La chambre d'accusation a décidé de ne pas le mettre, lui et d'autres. Hein. Alors que lui avait reconnu devant les magistrats qu'il avait falsifié le PV du conseil d'administration qui gère les capitaux de la sécurité sociale pour mettre l'argent dans la banque Khalifa, 3 ou 4 milliards de dollars, qui ont été dilapidés, qui sont perdus, c'est de l'argent des travailleurs. Et il a reconnu, il a dit oui, moi et le ministre du Travail, à l'époque Abou Jarrah Saltani, on s'est entendu et tout, il m'a donné l'autorisation, et comme je ne voulais pas courir le risque, j'ai signé le PV
du conseil d'administration au nom de tous les membres. Et malgré ça, lorsqu'il s'est présenté devant la juge, alors des amis journalistes... Si vous permettez, antidaté. Antidaté, exactement, c'est-à-dire en plus. Alors, quand il s'est présenté devant la juge, et ça, c'est des amis journalistes qui m'ont raconté, il tremblait des 4 membres, et la juge lui a dit « Non, 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 monsieur Sidi Saïd, calmez-vous, n'ayez pas peur, vous êtes là en tant que témoin. Quoi que vous disiez, il ne vous arrivera rien, vous ne faites pas partie de l'appel de renvoi. » D'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'appel de renvoi? Si vous permettez, juste avant de revenir à l'affaire de Saïd, Oui. je voulais juste revenir sur les questions. Allez-y. Vous savez, avant la Constitution de 89, c'est-à-dire la Constitution qui a été faite en 76, à l'époque de Boumedienne, on ne parlait pas de pouvoir judiciaire et de pouvoir législatif. Vous voyez, la Constitution, à l'époque de Boumedienne, c'était clair. On parlait de la fonction législative et de la fonction judiciaire. C'était vraiment des fonctions. Oui. Et donc des fonctionnaires. Donc soumis à... C'est clair. Au moins, ça a le mérite de ne pas être hypocrite. Clair. Voilà. Bien. Voilà. Après 88, 89, donc la Constitution de 89, on a parlé de séparation du pouvoir, on a parlé de pouvoir exécutif, pouvoir De législatif, liberté de la etc. presse, de ceci, de cela. Voilà, liberté de la presse, etc. On a vu que ça n'a pas duré très longtemps Ouais. avant Voilà. le retour. Voilà. Maintenant, depuis pratiquement 20 ans, c'est clair, c'est l'ère boumedienniste, sans boumedienne, et encore plus, d'une manière flagrante. Beaucoup de gens dans la population acceptent et veulent cela. Beaucoup de gens considèrent que la démocratie, c'est de l'anarchie en Algérie. Donc cette démocratie, Et parce qu'ils ont été conditionnés. parce que la culture ils ont démocratique. été On ne peut pas conditionnés. instaurer la démocratie sans culture démocratique, Bien sûr. sans qu'une population qui soit, j'allais dire, fière. Fière d'être libre. Qui connaît un شعب يقبل بشوية بشوية بشوية. Mais Chab, il est ce qu'on a fait de lui. Chab, Qu'on a fait, qu'on n'ait pas fait. Mais j'aimerais qu'on aille vite parce qu'il reste Oui. 5 minutes et nous devons revenir vers Salah Dabou. Alors, pour l'élection du juge, très rapidement, le système des élections du juge est toujours critiquable parfois, parce que c'est la masse qui... ça ne veut pas dire que dans les pays où il n'y a pas d'élection du juge, comme partout, dans la majorité des pays, comme la France, où le juge n'est pas... Élu. non, il n'est pas élu, mais il est autonome, indépendant. Oui, absolument. Et on connaît la souveraineté ici du juge, qu'il soit Au administratif. point où il dérange le que ce soit politique judiciaire. parfois, oui, Voilà. ça grince des dents. Maintenant, Cette affaire pour de le Sidi système- Saïd qui vient nous faire Je la reviens morale encore. et Pour parler le- de dimension pour sociale parler alors qu'il aussi a dans le été fond. lui-même... Pour aller dans le fond, pour Saïd Saïd, c'est pas très important. Oui, mais c'est Sincèrement, symbolique. il n'a pas été poursuivi. Il n'a pas été poursuivi. Il n'a pas été poursuivi, justement. Il n'a pas été Pourquoi poursuivi. n'a-t-il pas été poursuivi? mais ça, Pourquoi il faut cette demander. histoire d'appel de renvoi décide-t-elle qui doit être poursuivi et qui ne doit pas l'être? Vous savez, l'action de dépôt ou d'abus de confiance, c'est-à-dire de prendre des fonds qui ne lui appartiennent pas pour les dilapider, pour en faire un autre usage, il faut prouver cela. Lui, il pouvait... moi, je Il vais l'a vous reconnu, c'est plus que la Oui, moi, j'ai reconnaissance, pris c'est de la l'argent meilleure et des je les ai preuves. déposés dans une banque. Oui, l'aveu est la meilleure oui, des mais preuves. non, mais je ne les ai pas détournés à mon profit. Je les ai déposés dans une banque publique. Parce que l'argent a été dissipé. Ça dépend si on Ça peut enquête être sur une ses, erreur, si on finalement. enquête sur ses avoirs. C'est une erreur. sur Est-ce sa que fortune. c'est une faute pénale? Ce que je voulais revenir simplement, c'est un point. Mais en moins Concernant- d'une minute, parce que nous devons revenir à ça. Moi, en 30 secondes, Oui. la justice, c'est un ensemble. Elle ne peut pas se faire sans qu'il y ait une administration qui respecte les règles de l'état de droit. Elle ne peut pas se faire sans police. Sans police qui respecte, sans police judiciaire, sans police administrative. Un ensemble, donc, de structures un étatiques, engre- etc. c'est tout un et de dispositif. culture de l'État. Sinon, vous pouvez avoir tout le meilleur magistrat du monde et vous ne pouvez pas avoir une bonne justice. Salah Dabbouz, nous sommes à la fin de l'émission. Sur cette affaire de Sidi Saïd, qui donc n'a pas été inquiété alors qu'il a reconnu lui-même avoir falsifié le PV du conseil d'administration qui a valu la perte de milliards de dollars appartenant aux travailleurs. Il fallait tout simplement engager une nouvelle action contre lui par le parquet parce qu'il venait de déclarer qu'il a produit un faux dans les titres et ça nécessite une instruction et une poursuite judiciaire. Et ça même n'a une pas été fait. condamnation. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, le parquet n'a pas fait son travail. Et maintenant, est-ce que c'est tombé en, comment dirais-je, comment on dit quand ça passe le temps? C'est prescrit. Voilà. Il y a prescription.
C'est prescrit, ça y est, il n'est plus, Bien sûr, ouais. il n'est plus possible Ouais, de le voilà. poursuivre. Très bien. Attends, je veux juste Morocco, dire une chose. Oui. La constitution algérienne, c'est un ensemble de belles phrases et de phrases juridiques, mais où il n'y a aucun mécanisme qui permet à un citoyen de protéger les droits énoncés dans la Constitution. C'est-à-dire ceux qui ont fabriqué cette Constitution, ils ont écrit des textes qui répondent aux obligations de l'Algérie sur le plan international, mais où il n'y a aucun mécanisme qui peut nous permettre à nous, les citoyens, d'accéder à ces droits. Merci, Donc, voilà, Salah le problème, Debbouz. il est là. Je suis obligé de vous interrompre. Mais vraiment Il une s'agit d'un seconde. recel. Si c'est recel, il n'y a pas de prescription. Bien sûr, parce qu'il faudrait. Dommage que l'émission cacher- arrive à la fin. Merci, Salah Debbouz. Excusez-moi de ne pas vous avoir donné suffisamment de temps. Si vous me permettez juste un mot. Un mot. Parce que vous avez parlé du commandant Azdin. Oui. Eh bien, il est tombé sous la loi des bottes salutaires des militaires. Parce qu'il a écrit un article en 1992, Oui. en juin 92, 93, si je me souviens bien, où il avait salué les bottes salutaires des militaires. Oui, mais Brahim Younsi. Je crois que quand quelqu'un des drames- mais des drames moi, je comme crois, celui- moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. Pourquoi? Parce qu'il était de bonne foi. Il était contre les islamistes, mais de bonne foi. Lui n'a pas fini milliardaire comme les sauveurs de la République. Sur ce, merci donc Brahim Younsi, merci Azdin Zalani, merci Salah Debbouz, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qawa ala khair, salama.